La dernière fois, on a parlé, enfin j'ai parlé surtout, de l'alliance entre la France et l'Écosse. Et dans le même ordre d'idées, bientôt je vais faire un épisode sur les liens qui unissent la France et l'Irlande, car là aussi, il y a des choses intéressantes à dire. En attendant, je vous propose de découvrir aujourd'hui un épisode marquant de l'histoire de l'Irlande, un épisode fondateur, non pas pour sa réussite, mais pour la valeur symbolique qu'il représente, les Pâques sanglantes. C'est une insurrection lancée par les catholiques irlandais en 1916, en pleine Première Guerre mondiale, et malgré son insuccès, parce que je l'ai dit, c'est un échec, ça va véritablement lancer l'Irlande dans la lutte pour son indépendance. En même temps, j'ai envie de dire, à la base, quelle idée de signer un acte d'union avec l'Angleterre, quoi. Franchement, les Irlandais, je vous aime bien, hein, pour tout un tas de raisons. Mais parfois, vous allez un peu trop loin, quoi. Historiquement, l'Irlande appartenait au Royaume-Uni depuis la signature de l'acte d'union de 1800. Mais rapidement, les tensions vont réapparaître, enfin plutôt réapparaître, puisque ça dure depuis le XIIe siècle, suite notamment à des famines terribles. Les Irlandais vont commencer à penser, tiens, mais on n'était pas si mal sans eux finalement. Les rébellions contre l'anglais commencent dès 1803 avec l'attaque du château de Dublin, ensuite en 1848 avec le mouvement Jeune Irlande, et en 1858, c'est la création de l'Irish Republican Brotherhood, IRB, qui se prépare dans l'ombre à un grand soulèvement. Et ce grand soulèvement va intervenir en 1916, le lundi de Pâques. C'est le thème de cet épisode. Mais avant cela, je dois vous parler d'une chose importante, la Home Rule League, qui a été créée en 1873, dont le but était d'obtenir pour l'Irlande une certaine autonomie au sein du Royaume-Uni. Pour l'instant, on parle uniquement d'autonomie, on parle même pas d'indépendance à ce moment-là. Bref, après moult débats et oppositions, le Parliament Act de 1911 valide le projet de la Home Rule League, donc l'autonomie de l'Irlande. Le roi George V va le ratifier en septembre 1914, mais septembre 1914, c'est le début de la Première Guerre mondiale. Alors, son entrée en vigueur est repoussée à la fin de la guerre. Mais malgré tout ça, l'IRB ne compte pas attendre patiemment que les maîtres anglais daignent leur jeter quelques miettes, et ils entendent bien donner corps à cette célèbre formule « England's difficulty is Ireland's opportunity ». Je pense que j'ai pas besoin de traduire. En collaboration avec l'Irish Citizen Army, qui a été fondée en 1913 pour protéger les grévistes, et aussi de l'Irish Volunteers Force, il prépare donc un grand coup. Les leaders de la révolte, à ce moment, je vais en citer quelques-uns, Patrick Pearse, qui est un jeune poète catholique de 36 ans, James Connolly, qui est un syndicaliste marxiste et qui est sans doute le plus énervé, et puis Thomas James Clark, qui dirige le comité militaire de l'IRB. Il y en a bien d'autres. Les préparatifs commencent en 1916 et par l'intermédiaire d'un lord protestant qui était sympathisant de la cause irlandaise, eh bien, les nationalistes vont négocier une importante livraison d'armes avec l'Allemagne, qui est alors en guerre contre l'Angleterre et puis contre la France, bien entendu. Ainsi, un cargo allemand rempli d'armes va arriver le 20 avril 1916 au large des côtes irlandaises, mais il est arraisonné par un patrouilleur britannique. Le capitaine du bateau décide alors de s'aborder son navire avant de se rendre, et c'est ainsi que 20 000 fusils se retrouvent gisant au fond de l'eau. C'est manqué, mais les Irlandais vont quand même parvenir à se procurer des armes, notamment en les volant aux Anglais, et la date de l'insurrection va être fixée au jour de Pâques, le dimanche 23 avril 1916. Mais suite à des ordres contradictoires, la date va être finalement reportée au lendemain. Le lundi 24 avril, lundi de Pâques donc, alors que près de 1000 membres de l'ICA et de l'IVF défilent dans les rues de Dublin, des insurgés s'emparent de la grande poste centrale à Dublin, qui est un point stratégique de la ville, puis d'autres bâtiments comme le Mendicity Institute, le palais de justice ou encore la gare. Le drapeau irlandais est hissé sur le fronton de la grande poste et Patrick Pearse lit cette déclaration à la foule. Au nom de Dieu et des générations mortes dont elle reçoit la vieille tradition nationale, l'Irlande, par notre voix, appelle ses enfants à son drapeau. Soutenus par nos frères exilés en Amérique, nous déclarons que le droit du peuple irlandais à la propriété de l'Irlande et à la libre détermination de sa destinée
est libre et imprescriptible. Les premiers jours de combat, malgré la faible mobilisation des Irlandais, il faut le dire, les insurgés vont bénéficier de l'effet de surprise et vont repousser partout les assauts des Britanniques. Et les combats à ce moment-là sont violents, il y a des barricades partout, ils utilisent les rues et il y a même des casernes qui sont attaquées. Je dis faible mobilisation parce que c'est vrai et aussi la majorité de la population irlandaise va désapprouver cette action à ce moment-là puisque, je le rappelle, on est en pleine Première Guerre mondiale et 200 000 Irlandais se battent contre l'Allemagne aux côtés des Anglais. Alors pour certains, évidemment, les nationalistes qui tentent ce coup de force sont des traîtres au service du Kaiser. De plus, dans les provinces, le soulèvement n'est pas à la hauteur des attentes. Il y a juste quelques petites actions par-ci par-là, mais le gros de l'action se déroule essentiellement à Dublin. Le 25 avril, donc le lendemain, Patrick Pearse va, depuis la Grande Poste, proclamer la République d'Irlande et diffuser son message à la radio. Mais ce succès apparent ne va pas durer très longtemps, d'autant que les insurgés ont commis une erreur majeure. Ils n'ont pas pris possession du château de Dublin. Pourquoi c'est une erreur ? Eh bien, premièrement, le château était très peu défendu. Il y avait seulement 25 pélos au lieu des 300 soldats britanniques habituels qui étaient à ce moment-là en congé, en train de regarder les courses ou de jouer au golf. Et aussi, surtout, le Castel était le centre des communications britanniques à Dublin, ce qui a laissé aux Britanniques la maîtrise du téléphone et leur a donc permis d'alerter toutes les unités stationnées aux alentours sur l'île. Et donc, la contre-attaque anglaise ne va pas tarder. Les Anglais réagissent, Dublin est rapidement encerclé, les points stratégiques et les bâtiments occupés par les Irlandais sont pilonnés par l'artillerie anglaise. On a fait venir de l'artillerie en masse. Les soldats anglais sont plus nombreux, mieux équipés et ils vont petit à petit reprendre le dessus. Là encore, les combats sont extrêmement violents. Le centre de Dublin est littéralement en feu et il y a 16 000 soldats anglais qui sont déployés. Le 28 avril, l'île est déclarée en état de siège et le 29, après des combats qui ont duré 6 jours au total, Patrick Pearse va comprendre que tout est perdu et signer la reddition. Bilan, 400 morts, dont plus de 300 civils quand même, et des milliers de blessés. L'Irlande a clairement perdu une bataille, mais pas la guerre. Parce que dans les jours qui suivent cette insurrection de Pâques, ces Pâques sanglantes, la répression des autorités britanniques va être si violente, si féroce, et même parfois et souvent aveugle, que la population irlandaise va finir par se ranger du côté des insurgés, alors qu'elle les désapprouvait jusque-là. 3500 hommes et femmes vont être arrêtés à Dublin, plus de 1000 en Angleterre, il y en a aussi en Hollande qui sont arrêtés. Les cours martiales anglaises vont prononcer jusqu'à 90 condamnations à mort, souvent lors de procès expéditifs. Évidemment, les leaders du mouvement, ils sont 9 au total, vont être exécutés. Patrick Pearse, bien sûr, exécuté. James Connolly, qui avait été blessé d'ailleurs à de multiples reprises pendant l'insurrection. Du coup, il tenait même pas debout. Il a fallu l'attacher sur une chaise pour qu'il soit fusillé. Et parmi les chefs, les 9 chefs, il y avait aussi un certain Imond de Valera, qui lui a échappé à la peine capitale du fait de sa nationalité américaine, sans savoir que 43 ans plus tard, il deviendra le premier président de la République d'Irlande. En résumé, l'insurrection est un échec, on l'a dit, mais elle va beaucoup marquer la mémoire collective irlandaise et retourner l'opinion contre les Anglais qui sont désormais vus comme des colonisateurs sanguinaires et des buveurs de sang. Buveurs de sang, c'est moi qui ai ajouté. D'ailleurs, l'alliance entre les différents mouvements qui ont participé à cette insurrection vont former ce qu'on appellera plus tard l'IRA. Et ça, c'est une autre histoire et j'aborderai aussi dans un futur épisode. Elle va aussi et surtout montrer la détermination des catholiques ainsi que leur capacité à s'organiser et à frapper fort, puisque c'est la première fois que les catholiques dirigeaient une révolte. Avant, c'était mené par des protestants. Aujourd'hui encore, les Irlandais commémorent chaque année cet épisode qui va devenir un symbole fondateur de la lutte pour l'indépendance. Mais il faudra encore de nombreuses actions, de nombreuses batailles pour mener l'Irlande à la partition, le 6 décembre 1921, puis à la proclamation de la République, le 18 avril 1949. Petite anecdote sympathique pour terminer. En 1966, donc à l'occasion du cinquantenaire de l'insurrection, la statue de l'amiral Nelson à Dublin a été détruite par une bombe. Et ça, ça peut que me faire plaisir.